Intolérance à l'histamine, quelles sont les clés pour guérir? Comment faire baisser son taux d'histamine? Comment permettre au corps à nouveau de réguler correctement ce taux d'histamine? Qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les pièges à éviter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu viens tout juste de découvrir le sujet de l'intolérance à l'histamine, alors vraiment je te conseille chaleureusement d'aller voir cette vidéo où je pose vraiment tous les prérequis. J'y explique ce que c'est que l'histamine, à quoi ça sert dans le corps, quelles sont ses différentes fonctions, comment le corps normalement fait pour la réguler, pourquoi c'est important que ce taux d'histamine soit bien régulé, et puis qu'est-ce qui peut perturber cette régulation de l'histamine. Donc pour toutes ces questions, je te renvoie à cette première vidéo, et donc là ici, je vais partir du principe que tu sais déjà tout ça. Si tu te poses la question de savoir est-ce que vraiment ça te concerne ou pas, ce souci d'intolérance à l'histamine, alors je te renvoie à cette deuxième vidéo où je t'ai donné des clés, où je t'ai parlé des expériences, des tests que tu peux faire pour savoir si vraiment c'est quelque chose qui te concerne ou pas. Maintenant que ces bases sont posées, nous allons nous occuper dans cette vidéo des clés de guérison. Nous allons voir non seulement comment soulager ces nombreux symptômes qui peuvent être très inconfortables, voire franchement douloureux, voire même handicapants, et nous allons voir comment aider petit à petit le corps à réguler à nouveau correctement son taux d'histamine. Les clés, les pistes que je partage avec toi dans cette vidéo ne sont absolument pas exhaustives. Ce sont le fruit de mes propres recherches, de mon expérience directe, et je veux pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Si jamais tu as des expériences, des informations, des choses que tu souhaites partager, eh bien n'hésite pas à enrichir le contenu de cette vidéo en les laissant là juste en dessous dans les commentaires. Bonjour, je me présente rapidement si jamais tu découvres la chaîne avec cette vidéo. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de présence à soi, de conscience de soi, d'amour de soi et de santé naturelle et holistique. Je t'invite à rejoindre ma newsletter qui sort tous les vendredis midi si tu veux en savoir plus sur les nombreuses ressources que je partage, qu'il s'agisse des vidéos, des podcasts, de la plateforme en ligne et des accompagnements en téléconsultation. Et tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Bienvenue. Je vais commencer par poser le cadre dans lequel je partage ces informations avec toi. Je te précise tout de suite que je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic, je ne fais pas de prescription. Les informations que je partage ici dans cette vidéo, comme je te le disais tout à l'heure, sont juste le fruit de mes propres recherches et de ma propre expérience directe. J'estime que chacun est responsable des choix qu'il fait pour lui-même, dans sa propre vie, pour sa propre santé, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je partage avec toi ces informations dans cette vidéo. Pour tout problème de santé, je conseille en général de consulter son médecin, en tout cas un praticien de santé qualifié, compétent, en qui on a confiance. J'attire ton attention sur le fait que l'automédication, dans certaines circonstances, effectivement, ça peut vraiment être précieux, et dans d'autres cas, ça peut être complètement contre-productif, voire dangereux. C'est vraiment difficile d'établir des vérités toutes faites qui sont valables pour tout le monde parce que chacun est différent, chaque situation est différente, et donc ça va être à chacun de faire ses propres choix, d'examiner en conscience ce qui se passe pour lui et d'en assumer les conséquences. Je précise aussi que je n'ai aucun lien commercial avec les différents produits, les différentes substances que je cite dans cette vidéo. Il n'y a pas d'intérêt financier et il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ceci étant dit, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder quelle est la stratégie globale, dans quel état d'esprit on va pouvoir faire en sorte que ce corps guérisse et en tout cas aille de mieux en mieux. Mon approche, pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, c'est une approche qui est holistique. J'aspire vraiment à prendre en compte un maximum de paramètres, de facteurs qui font partie de l'expérience d'une vie humaine. Face à un problème, face à un déséquilibre, face à une maladie, mon intention en général, c'est d'aller directement s'occuper
des causes profondes, des causes qui sont à la racine du problème ou de déséquilibre, et de s'en occuper le plus rapidement possible pour vraiment régler la situation profondément et durablement. En ce qui concerne l'intolérance à l'histamine, pouvoir remettre les choses en place, pouvoir retrouver un équilibre et une capacité de régulation, c'est un chemin qui peut être long et qui peut prendre parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, voire plus. Par conséquent, ça peut vraiment être intéressant, en même temps qu'on s'occupe des causes profondes, de trouver des stratégies pour soulager les inconforts, adoucir les souffrances et parfois aussi compenser les handicaps. Parce que bah oui, hein, vivre sa vie le plus agréablement possible et le plus facilement possible, c'est quand même important, je pense que tu seras d'accord. Dans cette vidéo, et peut-être à travers les recherches que tu vas faire sur le sujet de l'intolérance à l'histamine, tu vas probablement te rendre compte que ces différentes causes racines peuvent se trouver à différents niveaux. C'est pour ça que je parle d'approche holistique. Ça peut se trouver dans ton environnement, avec des polluants, des substances, des relations, différentes choses qui se trouvent dans ton environnement. Ça peut se trouver dans ton corps, avec des mécanismes, des organes qui vont dysfonctionner. Et ça peut aussi se trouver au niveau psychique, au niveau intérieur, au niveau émotionnel, au niveau de tes croyances, au niveau de mémoire que tu portes, de traumatismes, de différentes choses qui sont d'ordre plus intérieur. Et je pense que c'est vraiment important d'aller s'occuper de ces différentes causes là où elles se trouvent, de ne négliger aucun aspect. La plupart des personnes, bien souvent, vont s'occuper des symptômes, et on peut le comprendre parce que c'est ça qui fait mal, et une fois que le symptôme est réglé, ils vont pas forcément aller dans les causes profondes ou environnementales. J'aime beaucoup cette pensée d'Albert Einstein qui disait: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Le corps humain, les structures physiques et psychiques d'un être humain sont extrêmement cohérentes et sont en lien avec son environnement. Donc s'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a des causes qui les ont générées, et ce serait donc complètement illusoire de croire que ça va aller mieux durablement si tu t'occupes pas des causes là où elles se trouvent. C'est complètement logique, et en même temps, c'est pas toujours facile concrètement à vivre. Alors peut-être que c'est un déséquilibre, un trouble que tu traînes déjà depuis un certain temps et que tu te demandes, mais est-ce qu'on peut vraiment guérir de l'intolérance à l'histamine? En naturopathie hygiéniste, on dit qu'on peut effectivement guérir toutes les maladies, mais on ne peut pas guérir tous les malades. Je trouve qu'il y a vraiment une grande sagesse dans cette phrase, dans cette pensée-là. Moi, personnellement, j'ai tendance vraiment à penser que tout est possible, mais c'est ce que je nourris dans mon système, dans ma réalité. Après, à toi de voir comment ça joue et comment ça résonne dans ta réalité. Il y a des personnes qui vont vraiment guérir même assez rapidement ce trouble de l'intolérance à l'histamine. Et il y a des personnes qui vont mettre des années à pouvoir retrouver l'équilibre, et il y a des personnes qui vont avoir à gérer leur taux d'histamine toute leur vie. Ça dépend des causes, ça dépend de la manière dont ces causes sont prises en charge et conscientisées par la personne, et je te cache pas que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Ce que je fais pour moi, et donc ce que je t'encourage à faire, c'est de créer le contexte le plus favorable possible pour que cette guérison puisse avoir lieu. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton environnement, que ce soit au niveau émotionnel, mental, spirituel, au niveau relationnel, tout compte et tout peut être important pour ta guérison. Après, est-ce que ça veut dire que tu vas vraiment guérir définitivement? Je peux pas te répondre, je sais pas. Tout ce que tu peux faire, c'est, faire ta part, et après, t'en remettre à la grande sagesse de la vie, te détendre et respirer. Et en fait, si tu regardes bien, quelle que soit la guérison dont on parle, c'est toujours le cas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Que l'on parle d'intolérance à l'histamine ou d'une plaie qui est à cicatriser, tout ce que tu peux faire, c'est désinfecter la plaie, peut-être la protéger, peut-être faire attention pour vraiment créer les meilleures conditions pour que ta plaie cicatrise. Mais qu'est-ce qui fait qu'une plaie va cicatriser plus ou moins rapidement, plus ou moins joliment? En fait, ça nous échappe. Il y a plein de paramètres, et donc voilà, tu peux pas tout contrôler. C'est vrai que c'est assez subtil, hein, c'est assez délicat parce que à la fois la posture intérieure, l'état d'esprit, la disponibilité, l'ouverture, c'est super important pour favoriser la guérison, et en même temps, il y a un aspect de lâcher prise, il y a un aspect de détente, il y a un aspect d'accepter que, comme je te le dis, bah oui, tu peux pas tout contrôler. Il y a une partie qui nous échappe, effectivement.
Bien, alors parlons maintenant des soins d'urgence. Comment soulager certains symptômes, comment régler certains inconforts pour sentir un peu mieux dans son corps. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, ces différents symptômes, inconforts peuvent être très divers et variés, donc là je ne vais pas pouvoir te faire quelque chose d'exhaustif. Je te partage simplement quelques pistes, quelques clés, mais je pense que quand même ça devrait pouvoir t'aider. Je pense que tu connais déjà les antihistaminiques. Il y en a deux catégories essentiellement, les antihistaminiques H1 et les antihistaminiques H2. Les antihistaminiques H1 de type Aerius ou Zyrtec sont des médicaments qui sont essentiellement sur prescription médicale. On peut en trouver des boîtes avec un peu moins de comprimés en vente libre en pharmacie. Ces antihistaminiques ne font pas baisser le niveau global d'histamine, ils agissent simplement en bloquant, donc là dans ce cas-là, les récepteurs H1 à l'histamine. Ces récepteurs se trouvent dans le système nerveux, dans le cerveau, ils se trouvent aussi dans la peau, au niveau des muqueuses, dans les tissus conjonctifs, dans toutes les parois internes et qui font le lien entre les organes dans le corps. On les trouve aussi au niveau des muscles lisses qui se trouvent dans la paroi des bronches et des bronchioles, donc ça c'est au niveau respiratoire, au niveau des poumons, et on les trouve aussi, ces muscles lisses, dans la paroi du tube digestif. Ces antihistaminiques H1 peuvent donc être prescrits pour soulager les symptômes qui se trouvent au niveau respiratoire, au niveau ORL, donc sinus, gorge, mais aussi au niveau des oreilles, au niveau des yeux et au niveau de la peau. Ces médicaments peuvent aussi parfois faire dormir et réduire l'état de vigilance. Les antihistaminiques H2, comme la cimétidine par exemple, qui se trouve en 200 mg, et il y a d'autres molécules aussi qui ont la même action de bloquer ces récepteurs H2. Comme pour les antihistaminiques H1, les antihistaminiques H2 donc ne font pas baisser le niveau global d'histamine. On trouve les récepteurs H2 essentiellement au niveau de la paroi gastrique, donc au niveau de l'estomac. Ces antihistaminiques H2 sont donc utiles pour les personnes qui ont de l'acidité au niveau de l'estomac, qui ont des reflux gastriques, qui ont des brûlures au niveau de l'œsophage, quand c'est lié à un excès d'histamine. Attention avec ces antihistaminiques, ils peuvent être au mieux une béquille temporaire pour soulager les symptômes, mais ils ne vont pas régler le problème de la régulation de l'histamine. Ces différents récepteurs H1, H2 ont un rôle à jouer dans le corps et c'est pas du tout une bonne idée de les bloquer comme ça trop régulièrement ou trop longtemps. Et puis ces antihistaminiques, comme absolument tout médicament, peuvent avoir des effets secondaires, des interactions avec d'autres médicaments. C'est pas une bonne idée de les prendre trop longtemps de manière chronique. Autre piste pour soulager ces manifestations allergiques et inflammatoires, certains compléments alimentaires. Donc je ne parle pas ici de se complémenter par rapport à une carence ou un manque de vitamines ou de minéraux. Il y a vraiment certains compléments qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à réduire certaines manifestations allergiques. Personnellement, je n'ai pas trop creusé cette piste-là, donc je ne te parle pas de mon expérience directe, mais c'est quand même des informations qui reviennent très régulièrement, avec parfois même des publications, un certain nombre de témoignages, donc je te donne quand même ces informations. On parle notamment très souvent de la quercétine, qui est un flavonoïde, un pigment jaune que l'on trouve naturellement dans un certain nombre de végétaux et que tu peux aussi acheter en complément alimentaire. Il y a aussi l'huile de nigel, le cumin noir, qui revient très souvent comme une plante qui aide à soulager de l'inflammation et des manifestations allergiques. Tu peux consommer l'huile de nigel dans ton alimentation crue, tu peux aussi la mettre sur la peau. La quercétine, l'huile de nigel, il y en a d'autres, il y a la laryngine. Bon, je te laisse faire tes propres recherches si tu as envie de creuser cette piste. Et si tu trouves des choses intéressantes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Maintenant, pour soulager la peau, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, il y a à enlever tous les produits qui vont être des irritants et des agresseurs pour la peau. Donc, il y a à regarder les gels douche, les savons, les shampoings, la lessive que tu utilises et tous les cosmétiques, enfin, en gros, tous les produits que tu vas mettre sur ta peau. Et bien sûr, il y a aussi regarder les vêtements. Est-ce que les vêtements que tu portes sont dans une matière ou ont une coupe qui font que tu sens que ta peau respire correctement? Si vraiment tu as une peau qui est très réactive, très sensible et que tu tolères vraiment pas grand-chose sur ta peau, je te conseille vivement d'appliquer la règle suivante. Ne mettre sur ta peau que des produits comestibles, que des choses que tu pourrais manger. Tu vas voir que ton armoire de salle de bain va beaucoup se simplifier et que tu vas faire pas mal d'économies.
Peut-être qu'il va te rester une huile végétale, peut-être une huile de jojoba si tu as vraiment une peau assez sèche ou pour l'hiver, peut-être une huile de coco ou une huile un peu plus légère. Peut-être qu'il va te rester du gel d'aloe vera si tu sens que tu as besoin de mettre un petit peu d'eau, que ta peau a besoin d'hydratation en plus de la graisse de l'huile végétale. Et puis peut-être qu'en déo, il va te rester du bicarbonate de soude hein, que tu peux mélanger à l'huile de coco et mettre ça sous les aisselles et c'est vraiment très efficace. Pour les moments de crise au niveau de la peau, quand tu as tes plaques rouges, que ça démange, que tu as des crises d'eczéma, je te recommande vraiment chaleureusement l'huile de calophylle. Alors c'est une huile végétale qui a une odeur assez forte, on aime ou pas, mais moi j'ai trouvé vraiment que l'huile de calophylle, elle est vraiment très puissante pour aider la peau à se réparer. Tu peux aussi faire des mélanges avec du lavandin, avec de l'huile de bourrache. On trouve assez facilement des recettes sur internet. C'est vraiment pas très compliqué. Bon, après, je pense que tu connais déjà le diprosome. Vraiment, s'il y a une très grosse crise et qu'on a besoin d'urgence de soulager la peau, le diprosome, c'est sur ordonnance. C'est pas un produit naturel, ça ferme les pores de la peau, ça contient des corticoïdes, donc c'est vraiment pas génial et c'est vraiment pas quelque chose que je conseille de prendre de manière chronique. Bon, après, ponctuellement, ça peut être utile, mais si on peut se soulager avec, par exemple, du calophylle, c'est quand même mieux sur le long terme, on va dire. Une fois de plus, c'est du cas par cas, donc à toi de voir ce dont tu as besoin en fonction de ce que tu vis. Et quand la peau va un peu mieux, donc là, en dehors des périodes de crise, on peut aider à sa réparation et à sa régénération en activant la microcirculation par un brossage à sec de la peau avant la douche, et on peut aussi, ou alors, hein, l'un ou l'autre, brosser sa peau, par exemple avec un gant de crin sous la douche. Ça fait beaucoup de bien, ça enlève les peaux mortes, ça active la circulation, ça va vraiment aider à recréer un cercle vertueux au niveau de la peau. Maintenant que les soins d'urgence sont faits, que tu as vu comment soulager un certain nombre de symptômes et d'inconfort, on va voir ensemble comment faire baisser ce taux d'histamine. C'est quand même ce qu'il y a de plus logique puisqu'il y a un problème de régulation d'histamine et qu'on a trop d'histamine, donc on va voir comment ne pas déjà en rajouter. On va commencer par son alimentation en regardant un petit peu quels sont les aliments qui sont riches en histamine, quels sont les aliments qui vont provoquer une libération de l'histamine qui se trouve dans nos globules blancs, les mastocytes, et donc ça va être important de pouvoir identifier ces différentes sortes d'aliments. Pour cela, je te renvoie au fichier que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. C'est vraiment pas évident de repérer, de retenir quels sont les aliments qui vont être riches en histamine, parce que l'histamine, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur particulière. Il y a quand même une logique que tu peux retenir quand tu comprends que l'histamine, c'est une amine, donc ça vient de la transformation d'un acide aminé qui s'appelle l'histidine. Et si tu comprends que les acides aminés proviennent de la dégradation des protéines, donc quand une protéine se dégrade ou quand tu la digères, ça va faire des acides aminés, et certains de ces acides aminés, comme l'histidine, vont pouvoir faire de l'histamine. Du coup, quand tu comprends ça, bah, tu peux comprendre que plus un aliment va être riche en protéines, et plus il va avoir été dégradé ou transformé ou vieux ou fumé ou fermenté, toutes sortes de transformations, toutes choses qui vont altérer les protéines de cet aliment, vont potentiellement faire augmenter son taux d'histamine. Ça veut donc dire qu'un des points sensibles d'une alimentation pauvre en histamine, ça va être de faire très attention aux aliments qui sont riches en protéines et de faire en sorte que ces aliments soient le moins transformés possible et le plus frais possible. Donc par exemple pour les viandes et les poissons, l'idée ça va de les acheter les plus frais possible, ou alors congelés. Si tu les achètes congelés, bah de surtout pas rompre la chaîne du froid et de les remettre dans ton congèle le plus rapidement possible. Si tu l'achètes frais, l'idée ça va être de le manger dans les 24 heures ou alors de le mettre au congélateur. Si tu prépares un aliment qui a été congelé, alors l'idée ça va être de le décongeler vraiment en moins d'une heure, hein, le plus rapidement possible, de tout de suite le faire cuire et ensuite de le manger rapidement. Concernant donc les viandes et les poissons, tu vas éviter tout ce qui a traîné dans le frigo plus de 24 heures, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui a été fumé, tout ce qui est fermenté, tout ce qui a été transformé, tout ce qui est viande et poissons cuisinés de manière industrielle. Tu vas voir dans la liste que je t'ai mise en description que les fruits de mer sont vraiment très riches en histamine, donc ça c'est vraiment à éviter si tu veux soulager tes symptômes.
Et tu vas te rendre compte aussi que les protéines d'origine végétale, comme les légumineuses, tout ce qui est pois, lentilles, haricots blancs, soja, toutes les légumineuses vont être en général assez riches en histamine. Tout ce qui est noix aussi, que ce soit les noix de Grenoble, mais aussi les amandes, cajous, sésame, la plupart des noix vont être extrêmement riches en histamine. Concernant les noix, il va te rester en gros 4 noix dans ce que j'ai vu, les macadamias, les noix du Brésil, les pistaches et les graines de courge. Concernant l'œuf, tu vas pouvoir garder le jaune d'œuf, sauf si tu as une intolérance à l'œuf, ça arrive quand même assez fréquemment, mais tu vas falloir que tu enlèves le blanc d'œuf et que tu fasses attention dans les aliments que tu manges, voir s'il y a de l'œuf et donc potentiellement du blanc d'œuf et donc de l'histamine. Les protéines, quand on a un souci d'histamine, donc c'est vraiment le plus délicat. Si on peut manger des viandes, du poisson, du jaune d'œuf, on s'en sort à peu près correctement. Si après on tend vers un régime végétarien, voire végétalien, là ça devient franchement compliqué. Il y a la piste des poudres de protéines, des protéines de chanvre, des protéines de coco, des protéines de riz, hein, des protéines de substances qui a priori en elles-mêmes ne sont pas riches en histamine, mais là encore c'est à tester au cas par cas. Il y a des personnes qui vont très bien les tolérer et d'autres qui vont pas du tout les supporter, donc là c'est à tester pour voir si tu supportes bien ces protéines végétales ou pas. Et je te rappelle que le soja c'est une légumineuse, c'est riche en histamine, donc il va falloir éviter le soja sous toutes ses formes et encore plus quand il est sous forme fermentée. Donc oui, les protéines de soja, on va éviter aussi. D'une manière générale, tu vas éviter les produits qui sont fermentés et lactofermentés, comme je te disais. Donc oui, je sais, c'est dommage parce que c'est une super source de probiotiques, mais bon, c'est riche en histamine, donc y compris le vinaigre et tout ce qui est contenu dans du vinaigre, et y compris la sauce soja. Beaucoup de fruits sont malheureusement riches en histamine, donc je te laisse regarder dans la liste, et certains légumes aussi. Donc vraiment, va voir dans la liste et va faire ta propre liste de ce que tu aimes et de ce qui est pauvre en histamine. Cette diète pauvre en histamine, ça devrait déjà pas mal soulager ton corps et l'aider à faire baisser son taux d'histamine. Après, je te rappelle que toute réaction allergique va potentiellement faire grimper le taux d'histamine. Donc il va falloir que tu évites aussi toute substance susceptible de déclencher chez toi une réaction allergique. Il peut s'agir d'un aliment auquel tu es allergique, même si cet aliment est pauvre en histamine, le fait que toi tu sois allergique à cet aliment, ça va déclencher une réaction qui va faire grimper ton taux d'histamine. Donc tout aliment auquel tu es allergique, tu l'évites. Mais une allergie, c'est pas que les aliments, évidemment, c'est toute chose qui va te déclencher une réaction allergique. Donc ça peut être de la poussière, des acariens, ça peut être des moisissures, ça peut être du pollen, ça peut être une piqûre d'insecte qui te fait gonfler. Toute chose qui va déclencher une réaction allergique va être à éviter pour t'aider à calmer le jeu. Comment on fait pour savoir à quoi on est allergique? Bah déjà, plus on est conscient de soi, plus on observe ce qui se passe dans son corps et plus on va apprendre et observer et faire les liens entre, bah, ce à quoi on est confronté et la réaction du corps. Et puis bien sûr, bah, tu peux consulter un allergologue qui va t'aider à faire différents tests pour savoir à quoi tu es allergique ou pas. OK, donc régime pauvre en histamine, éviter toutes les allergies, mais il n'y a pas que les allergies qui font grimper le taux d'histamine, il y a aussi les intolérances. Et donc c'est important de comprendre la différence entre allergie et intolérance. Une allergie, pour faire court, c'est une réaction du système immunitaire où il y a un déclencheur, donc un allergène, qui va venir dans le corps et qui va déclencher une réaction inflammatoire. Dans cette réaction, il va y avoir donc des anticorps, les immunoglobulines E ou les IgE, qui vont être libérés dans le corps et qui vont être impliqués avec l'histamine dans cette réaction inflammatoire, donc avec des écoulements, des gonflements, des rougeurs, de la chaleur, des picotements, de la douleur. Tout ça, ce sont les symptômes et ce sont les signes de cette réaction inflammatoire, donc qui implique les IgE et de l'histamine. Comme on vient de voir, donc cette allergie peut être déclenchée par un allergène qui est un aliment, ou toutes sortes de substances, le pollen, la poussière peuvent aussi être des allergènes. Une réaction allergique, ça se manifeste assez rapidement. Des fois, ça se manifeste en quelques secondes, en quelques minutes, et en 1 heure, 2 heures en général, grand maximum.
Qu'en est-il des intolérances? Alors on utilise le terme d'intolérance alimentaire pour des choses qui sont assez différentes. On parle déjà d'intolérance alimentaire pour une réaction qui implique aussi le système immunitaire et cette fois-ci qui va mettre en œuvre d'autres anticorps, les immunoglobulines G ou IgG et aussi l'histamine. Ce sont donc des aliments qui vont déclencher ici cette réaction du système immunitaire. Cette réaction inflammatoire va avoir lieu au niveau du tube digestif. Donc ça peut commencer dans la bouche, mais ça peut avoir lieu dans l'estomac, au niveau des intestins, au niveau du côlon. Cette réaction inflammatoire liée à l'intolérance ici est plus longue en général à se mettre en place, ça met plusieurs heures, voire 2-3 jours à pouvoir se manifester. C'est donc quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à repérer. Si on continue au quotidien à manger des aliments que l'on ne tolère pas, auxquels on est intolérant, eh bien on va assister à une dégradation progressive de la paroi intestinale et de l'ensemble de la paroi potentiellement du tube digestif. Il va s'agir de reflux gastrique, d'acidité, d'intestin irrité, de constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, de crise d'hémorroïdes à répétition, d'irritation au niveau du rectum, au niveau anal. Enfin, je te renvoie aux précédentes vidéos. Comme cette réaction d'intolérance implique des immunoglobulines G, les IgG, eh bien on peut faire des tests sanguins pour savoir quels sont les aliments qui vont déclencher ce genre de réaction du système immunitaire. Ce sont des examens qui sont assez chers et en général qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça coûte en fonction du nombre d'aliments que tu vas tester de une centaine d'euros à 300-400 euros. Donc c'est un investissement. Et en même temps, quand on s'en sort pas, quand on n'arrive pas à bien repérer quels sont les aliments auxquels on est intolérant, bah, ça peut quand même apporter des informations qui sont intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les intolérances alimentaires sont réversibles et donc sont parfois temporaires. Donc même si à un instant T, on a des analyses qui montrent qu'on a un aliment qu'on ne tolère pas, ça ne veut pas dire que 6 mois plus tard, peut-être on va bien le tolérer. Donc ça peut être intéressant régulièrement de tester par soi-même les aliments pour voir où on en est. On va parler aussi d'intolérance alimentaire pour tout aliment qui est mal supporté, mal digéré, sans forcément que ça implique une réponse du système immunitaire et des immunoglobulines G. On peut ne pas digérer un aliment pour tout un tas de raisons. Ça peut être qu'on n'a pas les enzymes pour les digérer, qu'il est trop gras et donc au niveau du foie, de la vésicule biliaire, on ne va pas le supporter, qu'à un moment donné, on a une flore intestinale qui n'est pas en bon état et qui ne permet pas de bien digérer certaines choses, qu'à un moment donné, on a les intestins qui sont irrités, donc s'il y a trop de fibres dures, ben on va pas le supporter, etc., etc. Il y a plein de raisons possibles pour ne pas bien tolérer un aliment. Et là, il n'y a pas de test possible, donc c'est juste de la conscience de soi, de la présence dans le corps, de l'observation, du ressenti et d'apprendre petit à petit ce qu'on digère bien ou pas. Est-ce que manger un aliment qu'on ne tolère pas bien au sens général, est-ce que ça peut faire grimper l'histamine? Eh bien, pas directement, puisque ça va pas déclencher une réponse du système immunitaire, mais indirectement, peut-être que ça peut contribuer à aggraver l'inflammation, à accentuer un déséquilibre, et donc de manière indirecte, ça peut peut-être contribuer à faire monter donc ton inflammation et donc ton niveau d'histamine. Donc dans le doute, moi j'aurais tendance à te conseiller que si vraiment ça va pas bien et que tu sais qu'il y a un problème d'histamine derrière, bah, c'est de faire tout ce que tu peux pour favoriser le bien-être et le confort de ton tube digestif. Donc ça veut dire dans la mesure du possible, d'éviter tout ce que tu sais ne pas bien digérer, c'est du pur bon sens paysan. Et si tu n'es pas sûr, comment faire si tu as un doute, mais tu sais pas vraiment si un aliment tu le tolères bien, tu le digères bien ou pas? Eh bien, je te renvoie à cette vidéo où je ne parle pas spécifiquement de l'histamine, mais que je te parle justement de la manière de faire, de la manière de procéder pour pouvoir déterminer par toi-même, avec tes propres ressentis, avec ta propre expérience, si tu tolères bien ou pas un aliment, si un aliment est réellement bon pour toi ou pas. J'ai créé aussi une fiche outil où j'ai posé cette procédure sur une seule page, vraiment sans fioriture, juste la structure, super simple. L'idée, c'est que tu puisses l'imprimer et poser ça chez toi, que tu puisses t'y référer. J'espère que ça va t'aider à te lancer, à faire tes propres expériences pour pouvoir déterminer par toi-même ce qui est vraiment bon pour toi, ce que tu ne digères pas, et que tu puisses, quand ça va se poser au niveau de l'histamine, quand ça va commencer à se réguler un petit peu mieux, que tu puisses peut-être retester des aliments qui passaient pas pour voir si c'est amélioré et pouvoir comme ça progressivement réouvrir
une alimentation plus diversifiée et puis que tu puisses, prendre du plaisir évidemment dans ton alimentation. Et oui, parce que toutes ces évictions, je sais bien que ça peut être vraiment très compliqué. Il y a ces aliments qu'on adore manger, vraiment qui sont délicieux, et on découvre qu'ils sont riches en histamine ou qui font libérer l'histamine, ou on se rend compte qu'en fait on les tolère pas bien. Et c'est vraiment compliqué, à gérer déjà entre soi et soi, parce qu'il y a des aliments, bah, qui sont aussi des soutiens au niveau émotionnel, hein, c'est évident. Donc c'est pas facile à gérer toutes ces frustrations potentielles. Et puis aussi, il y a l'aspect social, il y a l'aspect relationnel, il y a les repas qu'on partage avec les autres, il y a le cadre du travail, il y a plein de choses qui sont du coup peut-être pas forcément pratiques. Et donc ça fait pas mal de contraintes et c'est vraiment pas un chemin facile. Donc on fait au mieux, chacun gère ça, comme il peut, en essayant de trouver un équilibre, de voilà, de trouver sa justesse, et c'est un chemin et voilà, c'est un apprentissage, hein, c'est un apprentissage de prendre soin de soi, de aussi oser poser sa différence par rapport au regard de l'autre, d'assumer que, bah, oui, pour prendre soin de soi, on va peut-être pas manger telle chose, on va peut-être faire les choses un peu différemment. C'est un apprentissage et je sais bien que c'est pas évident. C'est pour ça qu'on va avoir à cœur de pas rester enfermé dans des alimentations restrictives trop longtemps. L'idée, et j'insiste, c'est OK, on s'occupe des symptômes, mais on va aller chercher les causes, on va aller essayer de comprendre ce qui se passe pour aller régler le problème à la cause, que ce soit au niveau de l'environnement, des organes, au niveau psychologique, au niveau des mémoires, des croyances, où que ça se place, pour le plus vite possible pouvoir guérir et réouvrir une alimentation la plus variée possible, puisque notre corps aussi, pour être en bonne santé, pour ne manquer de rien, eh ben, il a besoin de manger des choses assez variées. En tout cas, tous ces moments de frustration, de restriction, c'est une excellente opportunité pour apprendre à mieux vivre ses émotions, hein, pour éviter aussi de ne pas tomber dans la compulsion et de se ruer, de se gaver d'un aliment qu'on ne devrait pas manger, en tout cas pas en grande quantité. Si tu as envie d'apprendre les bases pour mieux vivre tes émotions et arrêter de manger tes émotions, eh ben, je te renvoie au module 1 de la plateforme d'inflorescence, plus de stabilité et de douceur chaque jour. Parce que la douceur, heureusement, ce n'est pas que une question de nourriture. Autre piste pour faire baisser son taux d'histamine. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que normalement le corps fabrique des enzymes comme la DAO, aussi la HNMT, et normalement ces enzymes et d'autres vont dégrader l'histamine et permettre de réguler ce taux d'histamine. Eh bien sache que tu peux trouver sur internet en vente libre de la DAO en comprimé. Tu vas en trouver d'origine animale et tu vas aussi en trouver d'origine végétale. Tu verras sur internet, il y a des témoignages et des commentaires très divers et variés au sujet de ces comprimés de DAO. Il y a des personnes qui témoignent vraiment d'avoir été soulagées de manière spectaculaire grâce à ces comprimés de DAO, et il y a d'autres personnes pour qui ça marche pas du tout. Donc là, bah, ça va être à chacun de faire sa propre expérience. Si tu choisis de faire ce genre de test, je t'encourage vraiment à être extrêmement attentif et vigilant à la qualité de ce que tu achètes, regarde la composition, regarde les commentaires, regarde s'il y a eu beaucoup de ventes ou pas, parce que ben, sur internet on trouve quand même pas mal de tout et de n'importe quoi aussi. Je te conseille aussi au départ, quand tu vas tester la DAO, de prendre juste un comprimé en suivant bien la posologie, le dosage tel que c'est indiqué par le fabricant, mais tu en prends juste un et tu observes dans les heures qui suivent, tu observes dans les jours qui suivent, tu prends un jour, 2 jours, 3 jours pour bien observer ce qui se passe. Et si pendant ce temps-là, soit ça t'a aidé, soit tu n'as rien observé de particulier, alors peut-être tu peux en prendre un deuxième, tu vois, 2 jours de suivre, et puis tu regardes. Parce que moi, personnellement, tu vois, il y a un type de DAO qui m'a aidé, mais il y a un autre type de DAO qui a aggravé mes symptômes. Donc si je les avais pris avant chaque repas plusieurs fois par jour, bah là je me fais du mal, donc c'est pas une super bonne idée. Donc sois vigilant, sois attentif, essaye de ne pas avoir trop d'attentes et de préjugés sur ce que ça va faire. L'idée c'est d'être le plus neutre possible, de prendre le truc et de voir ce qui se passe. Une autre piste intéressante, mais que j'ai pas vraiment creusé profondément, c'est que certains aliments contiendraient de la DAO de manière naturelle. Par exemple, les pousses de petits pois, hein, les petits pois verts, les pousses de petits pois, donc pas la graine, juste la tige et puis les premières feuilles de petits pois donc on a fait germer, bah, ces pousses-là contiendraient de la DAO.
Donc on pourrait, cueillir, donc faire germer ces petits pois, donc soi-même, donc des petits pois, crus, hein, pas en boîte. Donc on prend ces petits pois, on les fait germer, on prélève les pousses et ça on peut les broyer pour, parce que la DAO serait dans la paroi en fait, des tiges et des feuilles. Donc on broie et on mange ça avant ses repas et ça pourrait, ben, aider à, mieux réguler son taux d'histamine. Je parle au conditionnel parce que je l'ai pas testé, mais donc je trouve que c'est une information qui est intéressante, donc je te la partage. Et si tu connais d'autres sources naturelles de DAO, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Ok, alors on a vu comment soulager les symptômes, hein, les traitements d'urgence, on a vu comment aider le corps à faire baisser son taux d'histamine. Alors maintenant, il y a un autre aspect qui est important à considérer, toujours avec cet état d'esprit holistique et le plus large possible. On va considérer le corps dans son ensemble. Et en fait, si on regarde bien, beaucoup d'organes qui sont touchés, hein, qui sont maltraités par ces excès d'histamine, sont ce qu'on appelle des organes émonctoires, c'est-à-dire des organes qui permettent d'éliminer les toxines. Donc je pense à tout ce qui est système ORL, hein, poumon et gorge, sinus, ce sont des émonctoires. La peau, et les intestins. S'il y a de l'inflammation au niveau de ces émonctoires, bah, ils vont moins bien fonctionner, donc ils vont moins bien éliminer les toxines. Et s'il y a une accumulation comme ça des toxines, bah, ça va faire un cercle vicieux et ça va nourrir encore l'inflammation. Donc là, on a un problème. C'est donc important de rester vigilant au fait que les organes émonctoires du corps continuent à être bien fonctionnels et continuent à éliminer correctement les toxines. Sachant que les deux émonctoires principaux, ce sont les intestins et les reins. Tu sais que tes intestins fonctionnent correctement parce que tu vas à la selle 1 à 2 fois par jour. Normalement, idéalement, c'est 1 fois par repas. Donc si tu fais 3 repas par jour, tu es censé aller à la selle 3 fois par jour. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des intestins qui fonctionnent comme ça. Et je parle de selles qui ne sont pas des selles de diarrhée, hein, des selles bien moulées qui sortent facilement et sans problème. Donc normalement, c'est une selle par repas, mais il faut qu'il y ait au moins une selle par jour, voire 2 selles par jour. Et tu sais que tes reins fonctionnent bien si tu as une urine qui est de couleur jaune doré toute la journée. Donc si ton urine est plus foncée, ça veut dire que tu ne bois pas assez, que tu manques d'eau, donc il faut boire un petit peu plus. Et si tes urines deviennent claires, ou sont même claires dès le matin, ça veut dire qu'il y a trop de liquide dans ton corps par rapport à la capacité de tes reins. Donc en gros, tu es en train de noyer tes reins dans trop d'eau, ou alors tes reins ne sont pas assez efficaces et ne permettent pas d'éliminer correctement les toxines. Tu peux aider tes émonctoires à faire leur travail en t'assurant chaque jour de bouger, d'avoir une activité physique qui correspond aussi à tes capacités, hein, à ton niveau de vitalité, mais c'est important de bouger vraiment tous les jours. Tu peux ajuster ton hydratation en fonction de la couleur de tes urines, et pour les selles, si tu ne vas pas suffisamment à la selle ou s'il y a un souci comme ça d'alternance de diarrhée et de constipation, tu peux t'orienter vers une cure de psyllium. Tu trouveras assez facilement sur internet les modalités de ces cures de psyllium. Tu feras juste attention de ne pas en prendre en trop grande quantité si tes intestins sont déjà très irrités. S'il y a des constipations ou s'il y a des soucis d'irritation au niveau rectal, au niveau anal, tu peux aussi faire ce qu'on appelle des douches rectales en utilisant des bocs à lavement de ce type-là. Tu trouveras aussi facilement sur internet des modes d'emploi, des descriptions de comment utiliser ce matériel, et ça doit coûter environ 10 euros. Donc tu vois, c'est un excellent investissement. Ça peut vraiment te soulager au niveau de l'élimination intestinale. C'est vraiment une méthode, un outil qui est précieux et ça coûte vraiment pas cher. Ça peut vraiment t'aider à éliminer beaucoup plus facilement, sans forcer et sans abîmer les muqueuses et les sphincters. Passons maintenant aux autres causes physiques dans le corps qui vont générer ce déséquilibre de la régulation de l'histamine. Je t'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Il va s'agir par exemple d'une thyroïde qui est faible, il peut s'agir de surrénales qui vont être épuisées, il peut s'agir de déséquilibres hormonaux, hein, notamment pour les femmes, au moment notamment de la préménopause et de la ménopause. Il peut s'agir de dysbiose intestinale, donc du fait qu'on n'ait pas les bons microbes dans ses intestins. Il peut s'agir de carence et de manque en certaines vitamines, en certains minéraux. Et la cause, ça peut aussi se trouver au niveau d'un traitement de médicaments que l'on prend de manière chronique et qu'on ne supporte pas bien ou qui va faire grimper
notre taux d'histamine. Et ça peut aussi, cette cause, se trouver au niveau environnemental, avec par exemple des polluants qui sont dans l'eau et qui vont abîmer notre corps, nos organes, et entraver notre capacité à réguler notre taux d'histamine. Je ne vais pas détailler chaque aspect, donc je pense que tu l'as compris, l'idée ici c'est d'aller regarder chacun de ces facteurs, chacun de ces paramètres, et d'aller éventuellement entamer un dialogue avec son médecin, avec un praticien de santé qui est compétent, en qui tu as confiance, pour aller faire un check-up et aller voir, ok, la thyroïde, qu'est-ce qu'il en est, les surrénales, qu'est-ce qu'il en est, si tu es une femme au niveau hormonal, où j'en suis, comment ça se passe, etc., etc. Donc tu vas prendre ces points les uns après les autres et tu vas pouvoir faire un check-up pour voir où tu en es de ça. Certains de ces paramètres sont des causes suffisantes en eux-mêmes, hein. S'il y a un polluant dans ton environnement, c'est sûr que là déjà en agissant sur la qualité de l'eau que tu bois et ensuite en allant réparer les dégâts qui ont été causés, tu vas pouvoir régler ton problème. Si tu as un problème de carence en certaines vitamines, en certains minéraux, et que c'est ça la cause première de ta dérégulation de l'histamine, bah, le fait de faire des analyses de sang pour détecter ces carences et ensuite de te complémenter, ça va normalement régler ton problème. Et certains de ces aspects physiques, comme par exemple une thyroïde qui est insuffisante ou des surrénales qui sont épuisées, bah, certains de ces aspects physiques sont à traiter, sont à prendre en compte, c'est important de s'en occuper, mais ce ne sont pas des causes premières. En fait, si on remonte encore le fil des causes et des conséquences, il y a à se demander mais pourquoi tel ou tel organe se met à dysfonctionner? Pourquoi est-ce que tel organe est épuisé? Et on en arrive donc aux causes psychiques, aux causes intérieures. On pourrait parler de terrain psychique, de terrain psychologique, en quelque sorte. L'état du corps, c'est l'exact reflet de ce que tu vis aussi à l'intérieur. Et par conséquent, en amont d'un problème de régulation à l'histamine, en amont d'organes qui sont fatigués, qui sont épuisés, en amont de tous ces dérèglements, on trouve bien souvent un mode de vie qui est hyper rapide, qui va beaucoup trop vite, qui est très exigeant, qui est très stressant. On trouve bien souvent donc du stress chronique, on trouve bien souvent de l'épuisement, de la fatigue chronique, on trouve bien souvent un mode de vie qui n'est plus nourrissant pour la personne, qui manque de sens, qui ne lui convient plus, qui ne la satisfait plus. On trouve parfois des émotions qui ont été retenues, qui ont été bloquées, on trouve parfois des croyances, des postures intérieures qui sont toxiques pour la personne, qui l'empêchent d'avancer. On trouve parfois des relations qui sont importantes pour la personne et qui ne se passent pas bien de manière harmonieuse, qui sont plus nourrissantes. On trouve bien souvent une extrême sensibilité avec des parties de soi qu'on n'a pas encore accueillies, qu'on n'a pas encore reconnues, qu'on n'a pas encore valorisées, qu'on n'a pas encore aimées. Et du coup, ce chemin de guérison par rapport à ce taux d'histamine là qui est trop élevé, ben, c'est aussi une opportunité qui est magistrale. C'est une opportunité qui est là pour aller rencontrer tous ces aspects de soi, pour aller les libérer, pour aller les guérir, pour apprendre à mieux se connaître. Et donc c'est une chance et c'est une opportunité qui sont énormes. Et ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est bien pour ça qu'en même temps qu'on explore potentiellement tout ça et qu'on a cette approche holistique, eh bien on s'occupe aussi de soulager les symptômes. Ce chemin de guérison, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile de vivre tout seul. Moi, je t'encourage vraiment à te faire accompagner. Déjà, il y a l'aspect purement médical, hein, ça peut être quand même important d'avoir un accompagnement d'un médecin, de personnels de santé qui sont compétents et qui sont à l'écoute et qui peuvent te donner des avis, te prescrire certains médicaments, t'avertir s'il y a des interactions entre différentes substances. Enfin bon, un accompagnement médical, ça me paraît être la base. Ensuite, un accompagnement psychique, psychologique, émotionnel, ça peut être aussi un atout précieux des guérisons. Parce que sur ce chemin, il y a des chances qu'il y ait des moments de doute, de confusion, de crise. Et donc être accompagné, déjà, ça va t'apporter beaucoup plus de sécurité et de réconfort. Ça peut te permettre aussi d'avoir du soutien pour explorer les causes racines au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau des mémoires que tu portes, d'aller explorer ces aspects-là et de les libérer. Et puis ça peut t'aider à garder ta motivation sur le long terme parce que toutes ces restrictions, ces contraintes, au niveau émotionnel, au niveau frustration et au niveau social et relationnel, c'est pas forcément évident à gérer. Alors je sais que franchir le pas et oser aller demander de l'aide à un accompagnement, c'est pas forcément une démarche non plus facile à faire.
Donc si tu aspires à apprendre déjà les bases pour apprendre à prendre soin de soi, à te relier à ton monde intérieur, à ton corps, à ce que tu ressens, à tes émotions, si tu veux apprendre les bases pour tout ça, et bien comme je te le disais tout à l'heure, je te renvoie au module 1 de la plateforme d'inflorescence, plus de stabilité et de douceur chaque jour. Tu verras, aucun prérequis n'est nécessaire. Tu trouveras le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo sur la guérison de l'intolérance à l'histamine. Si tu as envie de partager des expériences, des informations en lien avec ce sujet, tu peux utiliser les commentaires qui se trouvent juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker si tu trouves que ces informations sont utiles et si tu souhaites qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.